Bonne soirée à toutes et à tous. Cette table ronde est organisée à l'occasion de la parution, il y a quelques mois, du Déméter 2019 sur l'agriculture et l'alimentation. Et pour introduire cette table ronde, on a deux intervenants, Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, et puis Jean-Marc Bournigal, qui est ancien président d'une structure qui est plus connue sous le nom de IRSTEA, comme Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. C'est un incontournable dans le décor. Et aujourd'hui, directeur général de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales. Donc c'est Sébastien qui ouvre le feu et qui va nous parler d'abord un petit peu du club Déméter, pour ceux qui ne le connaissent pas, de ce rapport, et puis du contexte géostratégique mondial autour des questions d'agriculture et d'alimentation. Et Jean-Marc, vous enchaînerez, si vous en êtes d'accord, sur le défi de l'innovation qui est très présent dans ce rapport. Merci à vous. Merci Hugues. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de parler aussi en ma qualité de membre du comité de rédaction de Futurible. Et de conseiller scientifique de Futurible maintenant, excuse-moi. Qui m'a un peu contaminé à la prospective depuis quelques années. Et c'est aussi pour cette raison qu'on m'a fait venir à Déméter il y a 2 ans et demi. Alors Déméter, qu'est-ce que c'est rapidement, sans entrer dans le détail. Déméter, en fait, c'est un écosystème dans lequel aujourd'hui on fait de la prospective, on sort du quotidien, on fait de l'international, on sort de l'hexagone et on fait de l'intersectoriel, on sort des mondes agricoles et alimentaires. Mais c'est un écosystème dans lequel il y a des professionnels, des entreprises du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc c'est un écosystème dans lequel tout d'abord il y a un club d'entreprises, il y a 60 membres, 60 entreprises et structures professionnelles. Il y a ensuite 3 partenariats institutionnels avec 3 ministères, l'agriculture, les affaires étrangères et la marine nationale. Nous avons un réseau d'écoles partenaires. Déméter a mis en place depuis maintenant 2 ans un partenariat très souple mais très innovant avec 16 établissements d'enseignement supérieur, 8 écoles agricoles et agroalimentaires et 8 écoles généralistes, commerce, relations internationales, journalisme. Et nous avons aussi à Déméter un panel d'experts qu'on mobilise à la fois pour produire tous les ans notre ouvrage d'analyse prospective, mais également pour mener nos différentes activités que je ne vais pas présenter maintenant. Simplement, parmi la dizaine de pôles que compte l'écosystème Déméter et d'activités différenciées, bien que tout ça soit très synergique, c'est aussi spécifique. Nous produisons tous les ans un ouvrage qui existe depuis 25 ans, mais qui cette année est totalement nouveau dans sa maquette, dans sa tonalité, dans sa commercialisation, puisqu'on a mis en place un partenariat avec l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, pour notamment mettre davantage en avant les dimensions stratégiques, géopolitiques, commerciales et avec une vraie tonalité prospective sur cette publication. Donc ce soir, on va pas présenter le rapport en détail. Moi, je voudrais simplement vous donner quelques éléments qui sont repris plus finement et dans ce rapport et dans ceux qui viendront aussi, puisque le Déméter 2020 est déjà dans les tuyaux. Je voudrais juste vous dire 3 choses. D'abord, vous parler un peu de ce renforcement de la dimension géopolitique des questions agricoles. Vous parlez de Chine, puisqu'on ne peut pas parler du monde et de l'agriculture sans s'intéresser à la Chine, qui a quand même toute sa place centrale dans le dispositif, et puis de s'interroger un peu sur la trajectoire prise par l'Europe et par la France dans cette globalisation et ces différentes tensions autour de l'agriculture et de l'alimentation. D'abord sur ce qui est tendance géopolitique. Je fais simple, un peu caricatural, et je vous prie bien sûr de m'excuser pour les raccourcis. Mais vous savez qu'on est rentré dans ce siècle avec un discours qui a dominé en Europe et en France sur le fait que ce siècle serait celui de l'immatériel et celui des services. Et on a été convaincu que et l'industrie et encore plus le secteur primaire n'étaient pas forcément des domaines appartenant à l'avenir, puisqu'ils étaient surtout les plus vieilles activités de l'homme et des sociétés, et que l'innovation, que le rapport
au service, avec l'urbanisation, allait caricaturalement balayer la centralité des questions agricoles de la planète. Et c'est vrai que, en plus, on était convaincu que ce siècle serait moins agité, moins perturbé que le siècle précédent, ce qui en soi était un optimisme raisonnable, vu les atrocités du XXe siècle. Et en même temps, il y avait un peu de naïveté sur le fait que la fin de la guerre froide et ce siècle, ce nouveau millénaire serait celui des grandes solidarités et d'un monde qui serait un peu à l'image des bisounours, convaincu que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Mais en effet, l'histoire n'a pas pris fin en l'an 2000, et on a le constat depuis 20 ans qu'on peut tous faire aujourd'hui très simplement, c'est que tout change, tout s'accélère, tout se transforme, évidemment, mais moi j'aime toujours rappeler partout, toujours, que y a une chose qui bouge pas, c'est la nécessité pour vous, plusieurs fois par jour, mais c'est vrai pour ceux qui habitent à l'autre bout de la planète. En 2019, comme l'an dernier, ce sera la même chose l'an prochain. C'était vrai il y a 10 ans, ça restera vrai dans 10 ans, je pense que ça restera vrai dans 30 ans. Finalement, ça fait 10 000 ans que ça dure. Il faut une activité agricole, parce que tout le monde doit se nourrir, et sans alimentation, la vie des gens est radicalement différente. Et on est tellement tombé dans une myopie de confort, puisque aujourd'hui cette alimentation est là, qu'on a l'impression qu'elle tombe du ciel, alors qu'en fait elle ne tombe pas du ciel, et on a besoin du travail des hommes et des femmes qui sur la planète cultivent la terre ou qui cultivent la mer. Et j'aime à dire qu'aujourd'hui sur les 7,5 milliards d'habitants, il y a en gros un bon milliard de personnes qui sont producteurs d'aliments, avec évidemment des différences de production certes, mais il y a surtout 6,5 milliards de personnes qui dépendent de ce milliard producteur. Et que pour ceux qui auraient déjà eu malheureusement l'expérience de l'estomac un peu creux ou de l'insécurité alimentaire qualitative, avec des vrais risques qui sont périlleux pour la santé, en pratiquant par exemple l'alimentation très naturelle. Et donc on a une obsession alimentaire. Quand vous avez faim ou que vous n'avez pas assez mangé, votre humeur change, votre état physique est perturbé, et il reste des régions dans le monde aujourd'hui où quand l'insécurité alimentaire domine, c'est l'ensemble de la vie et de la sécurité humaine qui est fragilisé, notamment pour les plus jeunes et pour les populations plus vulnérables. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on n'a pas attaqué non plus ce nouveau millénaire avec moins de personnes sur la planète. J'ai pas besoin de vous donner les chiffres, vous les connaissez par cœur. Je rappelle juste qu'on a gagné 2,5 milliards d'habitants en gros depuis 30 ans et qu'on va en gagner 2,5 milliards dans les 30 ans qui viennent. Donc il n'y a pas de décélération démographique à l'échelle de la planète. Les meilleurs démographes à l'ONU révisent tous les 2 ans les projections et révisent toujours à la hausse. Entre la variante haute et basse, aujourd'hui, il y a une incertitude à 2 milliards dans l'incertitude alimentaire. C'est pas mal comme inconnu à 30 ans, puisqu'on ne sait pas si on va être 2 milliards en plus ou en moins. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est 230 000 personnes en plus au banquet de l'humanité par jour. Entre ceux qui arrivent et ceux qui décèdent, on a un solde positif de 230 000. Soit l'équivalent d'une ville comme Lille à nourrir en plus tous les jours sur la planète, ce qui n'est pas mince non plus comme effort à fournir. Une ville comme Lagos en Afrique gagne à peu près 200 000 habitants par an actuellement. Donc on a aussi des problématiques très localisées d'intensité de l'effort alimentaire à proposer à cette population en forte croissance. L'urbanisation n'est pas nouvelle, elle s'amplifie. Depuis 10 ans, le monde est en gros plus urbain que rural. Attention à l'écueil souvent commis, on a l'impression du coup que cette urbanisation se traduit par un dépeuplement des campagnes. En valeur absolue, nous avons autant d'habitants aujourd'hui dans les mondes ruraux qu'il y a 20 ans. Il y a des régions dans le monde, notamment l'Afrique, où il y a plus d'habitants aujourd'hui dans les campagnes qu'il y a 20 ans. Donc il n'y a pas un scénario à l'européenne, c'est pas parce qu'il y a urbanisation qu'il y a absence de personnes dans ces mondes ruraux, au contraire plus peuplés que jamais. Et puis, évidemment, l'Afrique, si on parle de la démographie, et l'Asie. En 2050, l'Asie et l'Afrique, c'est 2/3 de la population mondiale. Vous aurez encore à peu près la moitié de la population mondiale en Asie dans 30 ans, ce qui explique aussi un certain logiciel politique et stratégique autour de la question alimentaire et de l'agriculture dans ces pays. Et l'Afrique,
qui va prendre un poids de plus en plus significatif dans la population mondiale. Je rappelle que l'Afrique double sa population tous les 30 ans. Elle a doublé depuis 1990, elle doublera d'ici 2050, et il y aura un nouveau doublement à l'horizon 2100. C'est les projections annoncées. Pour le dire autrement, vous aurez à peu près 2 naissances sur 3 au cours de ce siècle qui seront africaines. Ça ne veut pas dire qu'elles resteront en Afrique, ce qui pose aussi des questions sur le développement de tous les territoires sur ce continent et d'une sécurité humaine qui commence par celle de l'Est commun. Il y a une deuxième chose dans le Déméter qu'on rappelle au-delà de cette évidence, parce que je crois avoir dit une évidence connue de tous, ou en tout cas oubliée par certains, c'est-à-dire que l'agriculture sert d'abord à produire de l'alimentation, et l'alimentation permet la vie des gens, et pour le dire toujours autrement, sans alimentation, le quotidien de chacun est très différent. Il y a aussi la question des classes moyennes, qui explose partout sur la planète. Il y a plus de monde aujourd'hui dans cette classe moyenne que dans les autres segments de la société. La classe moyenne n'est pas la même partout, mais si on prend par parité de pouvoir d'achat, vous avez une classe moyenne qui en gros faisait 2 milliards d'habitants au début de ce siècle, qui aujourd'hui est autour de 3,5 milliards, et ce sera 5 milliards de personnes en 2030. Cette classe moyenne se déplace. Vous aviez 2 tiers de la classe moyenne mondiale qui était soit en Europe, soit en Amérique du Nord au début des années 2000. En 2030, vous aurez 2 tiers de la classe moyenne mondiale qui sera soit en Asie, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud. Donc les marchés dynamiques de demain sont au loin quand on est en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de marchés ici. Ça veut dire que les marchés supplémentaires en fort développement sont sur des destinations lointaines si on se situe en Europe, mais avec du coup une classe moyenne qui n'est pas la même que celle ici. Elle n'a pas le même pouvoir d'achat, elle n'a pas les mêmes exigences de certains produits, même si toute la classe moyenne mondiale réclame et de la quantité et de la qualité, pas l'un ou l'autre, les deux, et la demande de qualité dans l'assiette est aujourd'hui quelque chose qui s'imprime partout sur la planète et qui est très significatif. Je reviendrai sur la Chine vite fait. Un mot sur l'aspect socio-démographique et territorial. Ça fait un petit moment que sur la question des grandes cassures de la planète, moi je suis convaincu que celle qui est la plus significative, c'est celle qui oppose les villes verticalisées dans leur développement et aspirées au XXIe siècle, de mondes ruraux souvent enfermés dans le siècle précédent et souvent à l'intérieur des territoires. Et que cette cassure urbaine-rurale, finalement vous l'avez dans tous les pays, et que c'est surtout cette cassure, quand elle se reconnecte par la violence ou la frustration, qu'elle génère des instabilités sociopolitiques. Ça a été vrai de la révolution tunisienne, c'est la grande peur des autorités chinoises, mais ça explique aussi certains votes dans certaines démocraties, en Amérique du Nord ou en Europe, par rapport aux oubliés du développement d'un côté, d'une croissance insuffisamment inclusive, et de villes qui parfois ont l'impression d'avoir tout compris, puisqu'évidemment, vous le savez, Smart City d'un côté et pauvreté intellectuelle ou manque d'innovation et d'intelligence dans les mondes ruraux, c'est bien connu. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a plein d'idioties en ville, il y a plein d'intelligence dans les mondes ruraux, d'ici ou d'ailleurs, et il serait temps de se pencher aussi sur ces intelligences rurales qui sont parfois confrontées à des adversités plus grandes que dans les villes. Mais c'est vrai que la leçon faite par les villes au reste de la société et des territoires est quelque chose en fait qui pose problème un peu partout, y compris parce que ce sont souvent ces territoires aussi qui sont les carburants du développement économique et qui sont aux premières loges du développement durable et de la responsabilité sur les ressources, j'y reviendrai. Le vieillissement démographique, phénomène largement traité, affuturible, c'est un vrai sujet, concerne évidemment les mondes agricoles. Il y a un vieillissement des actifs agricoles partout sur la planète. La moitié des agriculteurs européens, je crois, désormais, on a passé la moyenne de 55 ans. Au Japon, c'est 68 ans. Au Maghreb, vous êtes aussi à plus de 50 ans. Donc le vieillissement des agricultrices et des agriculteurs dans le monde entier est une réalité. Ce qui pose un vrai sujet sur le visage demain de l'agriculture, qui peut être éventuellement compensé par l'innovation des robots et des technologies. Sauf qu'il va falloir quand même, du coup, proposer un emploi pour tous ceux qui sont pas complètement encore à la retraite, si on les chasse de l'activité agricole. Donc demain, imaginez une agriculture sans agriculteurs. Si techniquement, éventuellement, il y aurait des choses à mettre en place, et dans des territoires où il y aurait vraiment la possibilité de les mettre en place, il y a un facteur humain à pas déconsidérer, puisque c'est aussi des emplois à fournir par ailleurs, qui ne sont pas forcément possibles de créer
Donc il y a toute une dimension humaine sur laquelle j'attire votre attention. Si on se projette à 2050, la FAO a rappelé récemment que la demande alimentaire mondiale, un scénario constant observé depuis 20 ans, c'est plus 50% entre aujourd'hui et 2050. Donc a priori, il va falloir produire plus sur des surfaces cultivées à peu près identiques, parce qu'on va en perdre avec le changement climatique, et finalement, on ne va pas en gagner dans certains territoires, parce que c'est pas parce que vous avez des terres cultivables agronomiquement qu'elles sont cultivées politiquement et géopolitiquement. Vous avez des terres aujourd'hui qui sont aptes à être cultivées, mais si les balles fusent et que l'insécurité prédomine, et que les conditions de la paix, du développement, de l'organisation collective sur des métiers aussi importants que l'agriculture et la sécurité alimentaire ne sont pas au rendez-vous, vous n'avez pas de développement de ces terres agricoles. Et donc vous avez demain, comme hier, a priori le même scénario avec des nuances, mais qu'il va falloir surtout améliorer les rendements dans les territoires qui sont déjà fortement producteurs. Donc ça c'est important parce que le corollaire à une horizontalisation du développement agricole demain, c'est de la déforestation, dont on ne veut pas. Je rentre pas dans les controverses, mais nous avons très peu finalement de réserves foncières agricoles géopolitiquement disponibles. C'est important d'attirer l'attention là-dessus. Il va falloir produire partout, il va falloir de l'innovation et de la recherche, il va falloir de la confiance envers les investissements et la science, il va falloir, comme hier et comme toujours, des circuits courts et des circuits longs, pas l'un ou l'autre, ça n'a jamais existé, l'un ou l'autre, ça a toujours été la combinaison des deux. L'autarcie alimentaire des villes ou des territoires, c'est un mythe qui fait peut-être vendre du papier ou faire voter en cas d'élection parfois, mais ce n'est pas envisageable, ce n'est pas réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas relocaliser certaines productions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des circuits courts, ça veut dire que partout sur la planète, les systèmes qui marchent et qui correspondent aux attentes des consommateurs par ailleurs, ce sont des systèmes ouverts, sous forme de constellation de solutions, de modèles, de politiques, de trajectoires, où on va proposer du court, du long, et on pourrait longuement discuter de nos produits venant de très loin, qu'on consomme tous quotidiennement, notamment au petit déjeuner. Et puis le rôle du commerce et de la logistique, c'est le grand levier. Demain, il va falloir davantage échanger, mais échanger mieux, et surtout optimiser la logistique, réduire les pertes et les gaspillages. Moi, je suis convaincu que le grand levier de la sécurité alimentaire demain, c'est moins de gaspillage après récolte, sur la chaîne alimentaire, dans la restauration, à tous les niveaux. Mais la logistique va rester le nerf de la guerre. Et je vais en dire un mot concernant la Chine. Vous dire donc, sur cette première partie, quand on parle des objectifs du développement durable, évidemment on parle d'agriculture et d'alimentation. C'est le premier secteur concerné. Mais c'est aussi le premier secteur qui apporte des solutions concrètes sur le terrain. Le développement durable, il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés dans cet agenda avec les 17 objectifs. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a beaucoup moins de gens qui font concrètement des choses. Et les mondes agricoles, en fait, concrètement agissent aujourd'hui pour répondre à ces objectifs et construire un agenda plus soutenable pour demain. Il coche à peu près toutes les cases. Et encore une fois, j'attire l'attention sur le fait que quand on parle d'alimentation, on parle des produits de la terre et aussi des produits de la mer. Puisqu'aujourd'hui, vous avez en gros 20% des calories consommées qui viennent des produits de la mer et l'importance croissante des produits de la mer et des protéines marines dans l'alimentation partout. Donc on a toute la planète, en fait, qui reste extrêmement mobilisée sur l'agriculture. On a eu des états généraux de l'alimentation en France, c'était tout à fait bienvenu. Ça ne veut pas dire que sur le reste de la planète, nous n'avons pas beaucoup de générosité des États envers l'agriculture. Tous les grandes puissances restent mobilisées, d'autres se réveillent. Il y a peu de pays aujourd'hui dans le monde qui déconsidèrent l'activité agricole ou le sujet de la sécurité alimentaire. Ça reste un pilier stratégique parce qu'il couvre, encore une fois, tout un tas de thématiques. On pourrait longuement parler de la Russie. Je ne dis pas ça parce que j'ai un faible pour le pouvoir à Moscou, mais simplement le constat que dans une stratégie géopolitique de reclassement ou de maintien d'une position à l'international et de l'influence, la Russie, fort de son potentiel agricole, utilise l'agriculture et ses productions alimentaires et notamment céréalières, et la Russie est redevenue la grande puissance de production en blé qu'elle l'était au XIXe siècle, pour peser sur un certain nombre de dossiers, pour conquérir des marchés. Et il n'y a pas que des armes russes qui se baladent sur la planète, il y a aussi des céréales russes en même quantité que les armes et qui font le même business et la même influence. Pour la Russie, donc c'est important de le souligner, il y a une vraie volonté depuis 20 ans
d'utiliser ces ressources, il n'y a pas que le gaz, pour et l'économie nationale et l'influence internationale. Et puis, je voudrais finir cette partie en disant que dans ce monde géopolitique 2020, plus que jamais, les États n'ont pas le monopole de la puissance et de l'influence. Évidemment, les grandes entreprises jouent un rôle colossal et il faut bien avoir en tête que les 5 plus grandes entreprises de la planète qui incarnent l'innovation, hein. Je rappelle que quand vous allez dans les écoles faire cours, vous avez des pommes devant les yeux, d'ailleurs j'en ai une moi-même, et qu'en fait ces sociétés qui, aux yeux du grand public, incarnent l'avenir, on peut faire des débats longuement là-dessus, mais c'est comme ça qu'elles sont globalement perçues, investissent de plus en plus ces dernières années sur le quotidien et le vivant, parce que si elles veulent changer la vie des gens et peser sur le quotidien de chacun, c'est quand même leur objectif stratégique, finalement il y a 2 sujets qui concernent tout le monde partout, et a priori qui traversent les saisons, et les modes, c'est la santé et l'alimentation. Donc les GAFAM misent beaucoup sur l'agriculture, font beaucoup autour de l'alimentaire, on pourrait longuement en parler. Je voudrais vous dire un mot plus rapide sur la sino-mondialisation, avec 2 choses qui me tiennent à cœur. D'abord, arrêter d'avoir peur de la Chine, sans être naïf non plus sur l'impérialisme chinois qui se matérialise très bien dans le champ agricole et alimentaire. L'autre chose, arrêter de penser que c'est une émergence qui continue d'émerger. D'abord, c'est un retour au centre du jeu qui a toujours été le rôle de la Chine dans les affaires mondiales. C'est pas parce que l'histoire l'a balayé un instant de la centralité stratégique du globe que la Chine n'a pas été centrale sur le temps long. Et par ailleurs, penser que la Chine aujourd'hui n'aurait pas un pouvoir central, c'est oublier qu'il y a différentes choses qui sont très différentes aujourd'hui par rapport à il y a encore 10 ans. D'abord, la Chine ne se cache plus. La Chine dit ouvertement ce qu'elle fait. Elle le fait de moins en moins discrètement. La Chine ne copie plus. La Chine innove. Et le président chinois, tout le monde le connaît aujourd'hui. Peu de gens arrivaient à citer le nom du président chinois il y a 10 ans. Il y a des petits indicateurs comme ça, tout à fait révélateurs. Et puis il y a ce grand projet des routes de la soie, qui est la grande offre géopolitique chinoise contemporaine, qui perturbe beaucoup les logiciels européens occidentaux parce que c'est une offre géopolitique mouvante. Elle évolue dans le temps parce que les thématiques couvertes ne sont pas toujours les mêmes. Elle évolue géographiquement, elle est très plastique en fait, cette initiative. Et puis elle propose une contre-mondialisation à la chinoise, et donc elle est à la fois géopolitique, elle est normative, elle est bancaire, elle est financière, elle est logistique, elle est infrastructurelle, elle est assez globale finalement, et il y a une grande dimension agricole et alimentaire autour du projet des routes de la soie, et notamment sur le fait que la logistique, pour sécuriser l'alimentation d'1,5 milliard de personnes, mais en même temps peser sur l'alimentation des autres, compte, et la Chine met le paquet sur la logistique. Elle le fait en Afrique, elle ne fait pas que la conquête ou de l'allocation de terres et de ressources hydriques, elle mise de plus en plus sur les infrastructures. On pourrait beaucoup parler de Djibouti et d'Éthiopie, mais c'est un exemple qui peut être complété sur l'Afrique avec Tanger, Tanger Med, ce port sorti de pas grand-chose en 12 ans, qui est devenu le plus grand port d'Afrique, qui fait le pont entre l'Europe et l'Afrique aujourd'hui au nord du Maroc. Les Chinois aujourd'hui veulent faire de Tanger Med l'un des points des routes de la soie, ce qui n'était pas vrai il y a encore 2 ans, puisque Tanger Med n'était pas sur la cartographie stratégique des opérateurs chinois. Je rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait un grand port au sud de l'Europe qui se portait pas très bien, il n'y a aucun Européen qui a voulu mettre 1 centime d'euro, que la Chine s'en est occupée, et que ce port aujourd'hui marche très bien, et qu'il est central dans les échanges entre l'Europe, la Méditerranée, l'Afrique et le Moyen-Orient. Je parle évidemment du port qui faisait venir tous les blés que Athènes consommait sous l'Antiquité, puisque sans le Pirée, Athènes crevait de faim, et que les céréales consommées à Athènes, achetées la paix sociale, et venaient par le port du Pirée du pont Euxin, qui est le nom ancien de la Crimée, qui est aujourd'hui un grand bassin de production de la mer Noire. Comme quoi, finalement, sur ces sujets, peu de choses évoluent. L'urbanisation, je vous en ai parlé. Pourquoi la Chine a un temps d'avance sur le sujet urbanisation, logistique, e-commerce? Parce qu'elle est évidemment concernée. Je voudrais vous dire rapidement un mot sur l'e-commerce. L'e-commerce alimentaire a une marge de manœuvre colossale. C'est aujourd'hui 5% des achats alimentaires mondiaux. La Chine est le pays qui est le plus en avance sur les achats en ligne de produits alimentaires.
Pour une raison aussi très simple, c'est qu'aujourd'hui, les grandes plateformes du e-commerce chinois ont bien vendu aux consommateurs chinois que passer 2 heures dans les embouteillages dans des villes de 30 millions d'habitants, plus 2 heures dans les files d'attente dans les supermarchés, c'était de la perte de temps, d'argent et du temps pour le bonheur familial, et que donc le e-commerce allait solutionner tout cela. Le e-commerce progresse maintenant sur l'ensemble de la planète. Je rappelle volontiers qu'Amazon capte aujourd'hui $1 sur 2 du commerce en ligne en Amérique du Nord, Canada plus États-Unis, et que ces sociétés, Amazon également, s'occupent de plus en plus d'alimentation et d'agriculture. Je pourrais en parler longuement dans le cas de la France. Je voudrais juste vous parler des plateformes chinoises. Alibaba, on connaît trop peu Alibaba. Alibaba, c'est 4 fois plus gros qu'Amazon. Alibaba a créé la plus grande fête populaire aujourd'hui d'Asie, la fête des célibataires, vous savez, le Single Day, le 11 novembre, 111. Petit cadeau, 5 à $10 en moyenne. Édition 2018, 28 milliards de dollars de transactions en 24 heures, 3 milliards de colis livrés en 48 heures, pénurie de produits alimentaires dans certains pays asiatiques, voire sud-américains, tellement polarisés sur la Chine. Donc demain, peut-être qu'on va avoir des crises alimentaires provoquées involontairement par ces grandes plateformes du e-commerce, qui vont spéculer sans le savoir. Et puis, ça s'arrête pas là, Alibaba, ça fait du commerce alimentaire, ils ont leur propre chaîne de supermarchés. Auchan a rendu les armes en Chine récemment auprès d'Alibaba. Amazon a d'ailleurs aussi rendu les armes en Chine face à Alibaba. Et puis Alibaba, c'est du développement rural, qui est donc la première étape des routes de la soie, puisque les routes de la soie chinoises, c'est d'abord développer l'intérieur de la Chine. Et Alibaba, entreprise où avec l'État, la frontière est toujours un peu mince, fait du développement rural puisqu'il sponsorise des villages, petits villages, 50 000 habitants en moyenne, les villages Taobao, pour aider les artisans ou les petits agriculteurs à se connecter sur les plateformes et à vendre sur ces plateformes leur production ou leurs produits. Ce qui permet d'enrichir la paysannerie rurale ou les petits artisans ruraux. Je vous invite à regarder ça de très près. On pourrait parler de JD.com, l'équivalent d'Amazon en Chine, 2 fois plus gros qu'Amazon, leader des drones dans le monde, capable de charger bientôt 500 kg de marchandises sur 2000 km de distance. Ça veut dire qu'on peut charger 500 kg de pain à Paris et livrer à Alger, avec des drones JD, bientôt. Et JD, c'est des concepts de magasins très innovants, type 7 Fresh, très innovants ou très inquiétants, puisque reconnaissance faciale, et évidemment, comportement du chinois dans le magasin surveillé, puisque je vous rappelle qu'en Chine, chaque citoyen aujourd'hui a une note sur 100 avec le crédit social qui s'est installé, et que la surveillance digitale commence dans les actes alimentaires, puisqu'ils sont les plus pratiqués au quotidien, et ils sont pratiqués par tous. Voilà la Chine qui vieillit, qui veut manger mieux, qui consomme le monde, parce qu'elle a des produits venant de loin qui rassurent. Il y a plein de productions agricoles européennes et françaises. On peut parler du lait infantile par exemple, mais on pourrait parler d'autres produits qui pour le consommateur chinois sont aujourd'hui extrêmement bien perçus, mais c'est vrai de plein de régions dans le monde. Et cette question de demande de qualité, de sécurité, de traçabilité est une demande mondiale où en fait l'Europe a plein de force. Et pourtant, nous, en Europe, on a du mal à vivre avec l'époque contemporaine. Alors désolé de vous passer cette carte que vous avez sans doute déjà vue, mais comme je l'ai en grand dans mon bureau et qu'elle me tient à cœur parce que je crois que tant qu'on la regarde pas, on n'a toujours pas compris que le monde est vraiment comme ça géopolitiquement aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Europe est à la périphérie du monde. Ça nous fait mal, mais je vous assure que c'est la même carte, donc c'est les mêmes distances. Simplement on a l'impression qu'il y a plus d'eau et que l'Europe est plus petite. C'est juste que l'Europe n'est pas au centre, et quand on n'est pas au centre on a l'impression d'être un peu plus marginal, ce qui est le regard du monde sur nous, ce qui pose plein de questions sur nos systèmes de représentation. Par contre je crois que quand on met l'accent sur les questions agricoles et alimentaires, le monde remet l'Europe au centre, ce qui me surprend toujours quand on discute avec d'autres pays extra-européens ou d'autres acteurs extra-européens sur les questions agricoles et alimentaires, c'est que l'Europe est perçue comme un pilier, un élément central, une zone de stabilité, une zone de performance sur ces questions. Et pendant ce temps-là, des myopies qui s'installent chez nous, je crois qu'il y a 2 impérialismes aujourd'hui qui posent la question du renforcement de l'Europe face à ces stratégies. On a plutôt l'impression qu'on fait le choix de s'éclater davantage et de s'atomiser face à ces grandes stratégies mondiales. On a un manque de priorisation stratégique sur les secteurs qui comptent, je crois l'avoir un peu dit,
Et sur l'agriculture, on n'a pas forcément un regard équilibré avec les enjeux de long terme et les enjeux de longue distance. Et donc on s'enferme de plus en plus dans des raisonnements très européo-centrés, voire très auto-centrés dans chaque pays, à tel point qu'on en vient à dire que la PAC ne sert à rien, qu'elle coûte cher alors qu'elle contribue à votre santé et votre sécurité tous les jours. C'est pas une question pour 5 millions d'agriculteurs. Et que par ailleurs, nous avons aujourd'hui presque aussi une proposition de détricotage de la PAC, c'est-à-dire il faudrait la renationaliser et laisser à chaque pays retricoter. Comme me disait un ami de l'ambassade de Chine à Paris, vous allez être bien malin, vous Européens, si vous redessinez demain l'Europe des 500, puisque demain vous risquez d'être 500, comme au Moyen-Âge, 500 petits duchés qui ont raison et qui ne pensent pas leur taille critique dans la mondialisation. Et je ne suis pas convaincu que ces scénarios d'atomisation géographique, avec le pouvoir absolu donné aux villes ou aux régions, servent l'Europe dans la mondialisation. Ce qui fait que l'Europe, il y a un sujet sur après 2020 et de déconstruction européenne qui, moi, personnellement, m'inquiète, mais quand on prend les questions agricoles et alimentaires, elles sont problématiques si un tel scénario se produit. Et par ailleurs, on voit bien que sur le débat sur la politique agricole commune, le débat extrêmement complexe, illisible du grand public, aujourd'hui, on a un débat très technique. Et quand on discute avec des gens qui sont sur la PAC, ils en oublient presque que l'Europe est en crise, ce qui montre une double myopie, à la fois de ceux qui pensent l'Europe et qui oublient l'agriculture, et de ceux qui font l'agriculture européenne et qui en oublient que l'Europe va pas forcément très bien, ce qui est un peu compliqué actuellement. Et je vais finir juste sur ce point, c'est que de manière très schématique aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force des Européens et de la France dans cette mondialisation agricole? C'est qu'on produit beaucoup, sur des surfaces très limitées, on produit de la très haute qualité, on produit des choses très diversifiées, avec un modèle sociétal qui sous-tend et les mondes agricoles et alimentaires, qui n'a pas l'équivalent et l'appareil sur la planète. C'est ça qui nous différencie dans la mondialisation. C'est qu'on est capable de jouer sur ces 4 tableaux et qui nous donne une taille critique et en même temps une reconnaissance et une attente dans la mondialisation. Donc je voulais indiquer cela parce que finalement ce qui a toujours fait la performance sur des sujets aussi sérieux, c'est pas juste le pouvoir parce qu'il y a une géographie et des conditions qui le permettent, c'est aussi parce qu'il y a un vouloir et une volonté politique humaine de penser ces atouts et de les mettre en musique collectivement, intelligemment et surtout avec une vision de long terme. Je finirai pas sur notre absence de vision. Je vais laisser Jean-Marc enchaîner. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Toujours intéressant de passer après Sébastien. Ça repositionne un petit peu l'agriculture dans une vision un petit peu mondiale et dans un environnement qui est quand même assez schizophrène aujourd'hui sur l'agriculture, l'alimentation, sa qualité dans notre société. Toujours intéressant de repositionner un petit peu les choses là où on était, là où on va et quels sont un petit peu les fondamentaux des besoins qu'on a devant nous. Je pense que ça a été dit. À une époque où on semble prôner des mesures, en tous les cas des systèmes de décroissance pure pour aller vers des modèles, je dirais, qui renvoient à des pratiques ancestrales en disant que c'était mieux avant, je pense que l'innovation est quelque chose qui est au cœur aujourd'hui de l'agriculture, est au cœur aussi des défis que l'agriculture doit relever, que ce soit la transition agroécologique, la transition énergétique, le changement climatique, et bien sûr le défi démographique dont vient de parler Sébastien, où une des conclusions quand même générales, si on prend tous ces paramètres, c'est d'être capable de produire plus et mieux. Plus parce qu'effectivement, il faudra être capable d'accompagner les besoins alimentaires de la planète au sens large du terme. Mieux parce qu'on ne peut plus tolérer des systèmes agricoles ou agroalimentaires qui ont des impacts aussi négatifs sur la partie biosphère, que ce soit sur l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, et que maintenant nous devons être en même temps en train de rechercher des optimums en termes de production, mais en intégrant les impacts dans le milieu, sur le milieu de la totalité de production. Et pour cela, l'innovation dans le monde agricole est au cœur des réflexions. Pour vous présenter un petit peu les enjeux d'innovation dans l'agriculture, je vous les présenterai en trois champs thématiques. Le premier, c'est nous devons maintenant avoir des approches beaucoup plus systémiques, donc des approches de système. C'est ce que nous impose aujourd'hui quand on parle de transition agroécologique, de bioéconomie, qui sont des visions de systèmes complexes. On a des technologies clés
qui vont être au cœur des enjeux de l'agriculture, qui sont déjà en train de se développer et qui vont être capables d'apporter un certain nombre de solutions par rapport aux problématiques qui sont devant nous. Et ensuite, on a des enjeux qui tournent plutôt autour de la mobilisation des acteurs, organisationnels au sens général. Et c'est bien dans ces 3 grands champs thématiques que le champ de l'innovation est intéressant. Si on prend les visions système, quand on parle de transition agroécologique, c'est comment est-ce qu'on s'appuie un peu plus sur la diversification fonctionnelle de l'agriculture, grosso modo, pour pouvoir mieux équilibrer les systèmes. On revoit un petit peu les systèmes d'assolement, la complémentarité des systèmes d'assolement, le mélange d'un certain nombre de plantes. Tout ça, ça fait appel quand même à des sciences très différentes les unes des autres, de façon à améliorer la productivité, réduire les intrantes, faciliter les travaux parce que ça demandera beaucoup plus d'intervention humaine, et faire face également au changement climatique dans la même période qui complexifie les systèmes. Donc on va depuis des besoins très technologiques, au titre des systèmes optimisés de gestion de l'eau, des outils au sens numérique du terme, mais également des recherches aussi bien sur les pratiques agronomiques et les interactions entre les systèmes agronomiques, que les recherches sur le sol, la fonctionnalité du sol, et les conséquences également du changement climatique sur comment est-ce que l'on peut commencer à intégrer dès maintenant les changements climatiques sur les territoires, sachant que le GIEC au début avait commencé sur des visions, je dirais pratiquement à l'échelle d'un continent sur 100 ans, puis est descendu dans la zone. Maintenant, on réussit à peu près à projeter des évolutions climatiques à 25 ans sur des zones, sur des régions, ce qui redonne aujourd'hui des capacités de projection extrêmement importantes. Et c'est bien la combinaison de la totalité de ces facteurs qui permettront aujourd'hui d'aller vers les transitions agroécologiques. C'est des systèmes complexes et ça nécessite de les aborder comme tels. Le deuxième élément, on parle beaucoup de bioéconomie. La bioéconomie, on la connaît un petit peu sur le système de base, sur une système de l'économie basée sur la partie de la biomasse, qui pose des questions de gestion des biomasses, de l'autonomie protéique au niveau européen, mais également de toutes les technologies qu'il va falloir aussi développer autour de la valorisation de la biomasse. Mais aussi, ce qu'on oublie un tout petit peu derrière, c'est que la bioéconomie renvoie à des conceptions d'économie circulaire, avec les développements territoriaux, le bouclage des cycles pour l'agriculture, ce qui n'est pas tout à fait très simple, notamment si vous parlez des intrants, azote, phosphate et le potassium, et comment est-ce qu'on réussit à boucler ça, et qui renvoie également sur la partie aussi des cycles au sens énergétique, avec les smart grids et tout le développement de la méthanisation des sources énergétiques territorialisées. Donc là aussi, quand on commence à aborder ces cycles de bioéconomie et la capacité qu'on les a de les développer sur des territoires, ça amène des réflexions de systèmes qui sont quand même, qui mélangent des technologies de haut point, des systèmes organisationnels, et tout ça nécessite des nouvelles approches qui sont en train de se mettre en place, et d'ailleurs qui se déclinent sur des formes de plans. Il y a des plans sur la bioéconomie. On essaie de mettre en place ces systèmes de transition agroécologique qui sont d'autant plus complexes dans nos systèmes à nous que vous n'avez pas un modèle d'agriculture, vous avez des modèles d'agriculture, et qu'il faut être capable d'accompagner ça sur des territoires qui vont depuis le nord de la France jusqu'à Mayotte de l'autre côté, ce qui ne rend pas les systèmes extrêmement simples. Donc, un premier enjeu, c'est avoir des réflexions système et être capable de les déployer, ce qui est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ensuite, vous avez toute une série d'éléments qui tournent autour de technologies clés qui vont être extrêmement utiles dans la période qui vient. Donc, on a bien sûr l'agriculture numérique, avec l'émergence de Big Data, la notion de robotique agricole et des agroéquipements. On peut mettre plutôt les agroéquipements et la robotique si on le mettait dans le bon ordre. C'est-à-dire que les agroéquipements et leur performance par rapport à ce qu'on attend justement dans les transitions agroécologiques vont demander des agroéquipements beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus polyvalents par certains côtés et capables de faire des choses beaucoup plus compliquées et notamment de précision à l'avenir. Ensuite, il y a la mobilisation de la génétique et des biotechnologies, qui est bien sûr quelque chose d'extrêmement prégnant. Et puis la biologie, le biocontrôle animal et végétal. Vous savez qu'on parle aujourd'hui quand même de la diminution, en tout cas de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, et notamment en essayant de mobiliser plutôt du biocontrôle. Le biocontrôle, c'est quelque chose qui est effectivement au cœur des réflexions, mais on est encore très loin d'avoir des solutions un peu partout en termes de biocontrôle, avec derrière une émergence autour du microbiote, qui est un nouveau champ d'expansion, qui est extrêmement porteur d'avenir, y compris bien sûr dans le domaine agricole, aussi bien pour les plantes que pour les animaux. 2 minutes sur l'agriculture numérique. L'agriculture numérique, on a toujours tendance un peu à oublier, mais enfin des grands secteurs d'application du numérique
est déjà l'agriculture, et le sera encore plus demain. Il n'y a pas beaucoup d'activités aujourd'hui qui utilisent aussi bien des drones, des images satellitaires, des montagnes de capteurs et des systèmes d'outils d'aide à la décision couplés à des agroéquipements, ce qui est le cas aujourd'hui de l'agriculture de précision. Et derrière, aujourd'hui, aussi bien le développement des méthodologies de traitement informatique, l'augmentation des capacités de stockage, la collecte des données, le développement des technologies d'acquisition de données massives, le développement des technologies, donc ça c'est toute la partie qui tourne autour du traitement des données, mais surtout pour l'agriculture, c'est le nombre de croissant de capteurs et d'informations qui sont utilisables par l'agriculture, qui soient à travers les satellites, les agroéquipements eux-mêmes, les capteurs qui soient fixes ou qui soient au champ, les stations météo, les drones, les smartphones, les puces électroniques, les robots. Et à partir de ce moment-là, on commence, et vous intégrez dedans des éléments un peu complémentaires que l'on met derrière la notion de génomique, la capacité de traduire le génome et son impact, et en tout cas ses fonctionnalités pour développer la sélection végétale, le phénotypage, ce qu'on appelle le phénotypage à haut débit. Tout ça représente des masses de données qui en même temps sont récurrentes, et on peut commencer à parler de big data dans le monde agricole avec la capacité d'exploiter le big data pour créer de nouvelles connaissances, mais également d'obtenir des données de qualité, et puis de les valoriser à travers des nouveaux services aux agriculteurs. Et c'est un enjeu qui est extrêmement important pour l'agriculture. Je vous le traduirai, c'est très simple, apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment, et optimiser le potentiel des plantes. C'est quelque chose qui est facile à dire, qui est quand même assez compliqué à gérer, surtout quand on intègre les différences pédoclimatiques au niveau mondial, tout ce qui est inhérent à la variation climatologique permanente derrière et la façon d'anticiper et de modéliser les conséquences de l'évolution du climat pour pouvoir derrière apporter des informations et des aides aux agriculteurs. Et on perçoit assez mal, mais aujourd'hui un agriculteur a un nombre de paramètres à intégrer dans ses choix, qui soient dans les choix culturaux pour l'avenir et dans la conduite de ses exploitations qui sont extrêmement importants, et les outils numériques vont être capables de lui apporter des aides qui vont être essentielles justement pour maîtriser les impacts qu'aura l'agriculture sur l'environnement notamment. Donc, et puis quand on pousse un petit peu plus loin, on voit une émergence également au niveau de l'évolution des agroéquipements. On était dans une grande phase qui était dominée par le modèle dominant qui était le tracteur et les outils. On voit que l'arrivée des moteurs dirons, électriques et des automoteurs, et également de la robotisation, fait qu'on va aller vers probablement des logiques de rupture assez fortes dans le monde agricole, avec l'introduction de robots qui marcheront plutôt par flotte, de robots qui seront entièrement autonomes et qui communiqueront ensemble pour avoir un certain nombre de services. C'est pas encore de la science-fiction. On a déjà des robots autonomes qui arrivent, ils sont encore assez petits, ils n'ont pas encore des vitesses des rapidités de travail, mais ceux-ci arrivent très très vite et bénéficient à plein de la recherche sur les voitures autonomes qui derrière mobilisent une capacité de recherche phénoménale au niveau mondial, aussi bien sur les composants électroniques que sur les algorithmes qui vont avec, que sur les outils qui vont avec, et notamment tous les systèmes de batterie et de stockage de l'énergie qui vont pouvoir être directement exploités par l'agriculture. Les deux autres groupes de technologies qui étaient, donc j'ai parlé 2 minutes de la génétique. Il est évident que la génétique, on peut parler de la génomique à haut débit, c'est-à-dire toutes les capacités à décoder l'ADN et être capable de l'utiliser pour la sélection, je dirais, un petit peu plus naturelle des plantes. Et puis après, surtout, vous avez tout l'enjeu qui est derrière les nouvelles techniques d'édition du génome, ce qu'on appelle les NBT, qui derrière sont une source potentielle d'accélération dans la sélection végétale, notamment pour faire face aux enjeux notamment du changement climatique, stress hydrique, les stress ou les résistances des stress à la chaleur, mais également toute une série d'enjeux et des attentes sociétales en termes d'amélioration nutritionnelle des plantes derrière. Et c'est vrai que ce débat sur comment est-ce qu'on va classer ces nouvelles technologies, sont-ils les OGM, sont-ils pas, sont-ils autorisés ou pas, est un véritable enjeu pour l'Union européenne en la matière. Et le biocontrôle, c'est d'essayer d'utiliser différentes techniques pour se passer de produits phytosanitaires, pour maîtriser soit des attaques d'insectes, soit des attaques de champignons, de bactéries ou de choses comme ça. Là aussi, d'énormes champs de recherche sont en cours. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout un champ, vous le disiez tout à l'heure, sur le microbiote, c'est-à-dire tout ce qui entoure les plantes ou qui sont tout simplement aussi sur les amendements digestifs,
peut avoir un impact non négligeable pour protéger les plantes, protéger les animaux, nous protéger nous-mêmes. Et derrière, ce sont des champs qui vont permettre d'aboutir à obtenir probablement des éléments nous permettront de réduire considérablement l'utilisation d'un certain nombre de produits qui ne sont pas anodins par rapport à leur impact sur l'environnement. Donc ça, c'est peut-être le groupe de technologies qui est déjà en place pour certains d'entre eux et qui réserve un très gros potentiel pour l'avenir. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'on travaille également sur les acteurs, on va mettre un petit peu l'innovation ouverte ou l'innovation sociale. Donc d'abord, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser mieux les acteurs agricoles. Il y a beaucoup d'intelligence, que disait Sébastien Évray, il y a beaucoup d'intelligence sur les territoires eux-mêmes, notamment quand on commence à réfléchir sur des transitions agroécologiques derrière et l'utilisation de la diversité fonctionnelle de l'agriculture. Il y a beaucoup d'innovations qui montent du terrain, qui méritent d'être échangées, valorisées. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui à mieux drainer l'expérience des agriculteurs et les innovations qu'elles représentent et la capacité qu'on a à les diffuser. Ce sont toujours eux qui sont toujours au contact du terrain. Il y a tout ce qui va au niveau de l'organisation elle-même du monde agricole, de façon à optimiser notamment sa compétitivité, mais également son efficience au sens général du terme. On voit émerger énormément de systèmes de co-farming, mais qu'on voit aussi dans le reste de la société, hein. Comment partager ses agroéquipements, ses heures de travail, sa capacité, ses conseils. Et on a énormément de plateformes qui commencent à tourner autour de ces éléments-là et qui vont avoir une dynamique très positive sur le monde rural et sa capacité aussi à se développer et à éviter aussi des formes d'isolement du monde rural qui ont eu des effets assez dévastateurs dans le monde agricole. Et puis après, il y a aussi toute une question sur comment est-ce qu'on traite le décalage que l'on peut observer aujourd'hui, notamment dans la société européenne, entre l'innovation et l'acceptabilité sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, l'innovation n'est plus exactement considérée comme étant le moteur du progrès de la société. C'est au moins qu'on puisse dire dans le domaine agricole. Le débat qu'on a aujourd'hui sur les OGM, mais pas que sur les OGM, sur certaines pratiques agricoles, certaines utilisations de produits eux-mêmes, c'est d'être capable aujourd'hui de revoir un peu nos modes d'organisation en termes d'innovation et de partir plutôt sur des notions de Lean Lab, qui sont des systèmes qui émergent plutôt du monde industriel, qui commencent maintenant à s'appliquer dans le monde agricole, un petit peu partout sur la planète. C'est partir sur des très grands territoires, et sur des très grands territoires, de tester l'innovation pour voir déjà si elle est adaptée aux besoins des agriculteurs et si elle répond à des besoins, et d'intégrer dans le même momentum les acteurs indirects du territoire, qui est la société civile, pour simplement qu'elle perçoive les bénéfices qu'elle pourrait en retirer, sachant que l'analyse coût-bénéfice peut être profondément différente entre un acteur économique qui voit son activité économique et un acteur indirect qui verra probablement des choses complètement différentes. Je sais pas, on avait déjà fait des tests, des maïs qui consomment moins d'eau, ça passionne pas complètement les habitants, sauf quand on leur dit que si on fait ça, on sera capable de remplir les piscines et laver les voitures l'été. Et dans ces cas-là, c'est bizarre, il y a une acceptabilité sociale qui se développe naturellement derrière. Donc réussir aussi à revoir nos modèles même d'innovation, de façon à ce qu'on puisse intégrer très en amont l'acceptabilité sociale, parce qu'on va devant d'énormes changements et probablement des mécanismes de rupture assez importants technologiques qui sont devant nous. Il y a tout un débat autour de la multiperformance, l'innovation en économie agricole. C'est d'être capable aujourd'hui d'avoir des évaluations multicritères et des outils d'évaluation qui sont crédibles vis-à-vis de la société. Comment est-ce qu'on fait passer vis-à-vis de la société les efforts et la réalité des efforts qui sont faits, notamment dans l'agriculture, pour bâtir ce fameux contrat social entre l'agriculture et la société dont on parle. À quel moment ce degré de confiance peut revenir? C'est-à-dire, multiperformance, c'est comment est-ce qu'on peut produire des qualités sanitaires qui sont les attentes de la société, avec des rendements par rapport aux besoins de la planète, tout en ayant des impacts maîtrisés sur l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, et que les gens en soient convaincus. Ça demande des systèmes d'évaluation multicritères qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre, et deuxièmement, des capacités qu'on a de les porter et de les mettre en avant. C'est ce qu'on met, toutes les réflexions qu'on tourne autour de la certification environnementale. Vous avez vu le succès du bio, mais le succès du bio, c'est parce que c'est le seul signe de qualité, ou en tous les cas, le seul système mis en avant aujourd'hui qui existe, qui est porteur de valeur en termes environnementaux. Tous les autres ne le sont pas, que ce soit les AOP, les IGP, les certifications de conformité, les labels rouges, sont des éléments qui font appel soit à des caractéristiques qualitatives intrinsèques du produit, ou à des modes traditionnels de production, mais jamais sur des modes de production et leur impact sur l'environnement.
Et donc, par exemple, la certification environnementale, haute valeur environnementale, porte en elle-même ce genre de concept, mais il faut être capable derrière de savoir mesurer l'impact sur plusieurs cercles qui sont des scènes très complexes. Et nous avons également aussi toute une réflexion autour de l'économie agricole. On parle de la PAC et de son évolution, d'être voir aussi comment est-ce qu'on rémunère les agriculteurs, est-ce qu'on les rémunère sur les aides à hectares, mais qu'est-ce qu'on achète à travers les aides à hectares, parce qu'il y a aussi une forte acceptabilité sociale dans les systèmes économiques qui sous-tendent les modèles, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un enjeu sur rémunérer plutôt les agriculteurs par rapport aux services qu'ils rendent dans la société, les services écosystémiques, tous les systèmes qui vont dans ce sens-là sont beaucoup plus acceptés que simplement payer des agriculteurs parce qu'il y a un décalage de compétitivité vis-à-vis du mondial, vis-à-vis du monde, parce que nos normes sont supérieures et c'est pas si facile que ça à comprendre par les consommateurs qui n'en sont même pas conscients d'ailleurs.